Bonjour à vous, fans de pop culture. On est de retour encore une fois pour un épisode de PEDG sur Bleach. Et on va s'intéresser au deuxième volet de cette quadrilogie, Bleach and the Diamond Dust Rebellion. C'est parti. Après la sortie de Memories of Nobody, la question d'une suite semblait évidente bien avant la sortie de ce dernier. Parce que... Mais Noriyuki Abe, qui reprend la réalisation de ce second film, émet tout de même une condition. Il faut s'intéresser à un autre personnage que Ichigo et développer un personnage secondaire du manga. Abe et Kubo ont en effet été très insatisfaits du traitement bâclé des antagonistes peu développés et bien trop nombreux du premier film. Donc le choix est fait de faire du prochain antagoniste un personnage très lié à un autre personnage secondaire du manga pour ainsi limiter les backstories à raconter. Mais une seule question demeure. Qui serait le protagoniste de ce prochain long métrage? Si le studio et Abe évoquent plusieurs noms comme Byakuya, Kenpachi ou encore Renji, Tite Kubo y mettra immédiatement son veto, arguant que le passé de ces personnages est déjà connu et qu'il ne souhaitait pas les développer dans les films. Mais bon, pour ça, on risque d'en reparler pour le troisième film. Après plusieurs discussions, le dévolu finira par se poser sur Hitsugaya, et ce pour plusieurs raisons. La première, mais la plus évidente, c'est que Hitsugaya était extrêmement populaire à l'époque dans la communauté des fans de Bleach. Taciturne, beau garçon et puissant, le personnage a toujours été montré comme plutôt classe et l'un des membres du Gotei les plus sympathiques à suivre lors de l'arc Soul Society. La seconde raison, c'est que le passé du personnage est totalement inconnu et qu'il n'apparaît pas si souvent que ça dans la série animée. Ce passé assez trouble permettait une grande liberté créative aux scénaristes et de mieux y inclure le futur méchant du film, sans trop déranger l'auteur du manga Tite Kubo. Ce dernier dira lui-même qu'il ne comptait pas développer le passé de Hitsugaya et qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec. Après cela fait, le studio engage une nouvelle scénariste en la personne de Michiko Yokote, connue à l'époque surtout pour son manga et animé Pichi Pichi Pitch, un des shoujo cultes des années 2000, mais aussi pour son travail sur les films Ah My Goddess et le cinquième film Saint Seiya. Cette dernière avait donc déjà pas mal d'expérience et si je devais vous convaincre de son talent, je vous recommanderais chaudement Shirobako, sans doute son œuvre la plus aboutie abordant justement les coulisses de la Japanimation, de très belle manière. Mais bref, Yokote se mit donc au travail pour accoucher d'un scénario qui aurait eu une durée approximative entre 2h et 2h30, développant à fond le nouvel antagoniste Kusaka et ses relations avec Hitsugaya et la Soul Society lors de leurs années à l'académie. Malheureusement, le scénario a été jugé bien trop conséquent par le studio qui avait commandé un film de 1h30. Noriyuki Abe dut alors à contre-cœur faire plusieurs coupes dans l'histoire, dont des scènes additionnelles sur les amis de Ichigo et des éléments du passé de son antagoniste Kusaka. La production du film fut assez chaotique, l'équipe technique se retrouvant très vite débordée entre la série animée en train d'amorcer l'arc à Rancard, qui demanda un choix assez particulier, et le film 2 à faire en même temps. Le film sortira tant bien que mal le 22 décembre 2007, juste après le premier film Naruto Shippuden. Car souvenez-vous, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, la stratégie de Pierrot est de sortir un film Naruto en été et un film Bleach en hiver. Et même si les chiffres de l'année dernière en 2006 étaient assez décevants, Pierrot compte bien sur la hype de Naruto Shippuden et la popularité grandissante de Bleach pour ramasser un max de pognon. Sur ce, voyons ce que Bleach The Diamond Dust Rebellion a à nous offrir. Le film commence par une jolie parade traditionnelle qui nous présente de la manière la plus subtile qui soit le futur MacGuffin du film. Le sceau royal, c'est quoi exactement? C'est un trésor appartenant à la famille royale. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi il sert, ni même de sa puissance exacte. Voilà qui est pratique, tiens. Mais patatras, le convoi se fait attaquer. Mais pas de bol pour ces brigands. L'élite de la Soul Society est là pour les... Mais bon, dans tout ça, Toshiro est là et il va découvrir le mastermind de ce plan qui est un fan de l'art 40 quarts à la Japan Expo. Ça faisait longtemps. Qui es-tu, étranger? Tu ne te rappelles pas de moi? T'as abattu mon frère, t'as poignardé mon grand-père, t'as pendu mon fils, t'as décapité mon chien, t'as bouffé mon cheval et t'as baisé ma sœur. Tu ne te rappelles pas de moi? Désolé, non, ça me revient pas, Avec ça, Toshiro s'enfuit et l'artefact a bien été volé. Transition, écran titre et... Ichigo est là. Oh merde,
J'ai aucune idée de ce que je fous là. Il rencontre une barrière magique avec de l'autre côté un vrai champ de bataille sur lequel enquête Ninja. Soifon semble expliquer à Ichigo la situation et Uryu pop comme ça. T'es un minable, un rebut de la société, t'arriveras jamais à rien. Ichigo et Uryu tombent sur Toshiro mal en point et on se retrouve enfin à la Soul Society pour avoir le droit à la meilleure gestion de crise que j'ai pu voir. Toshiro Itsugaya, le capitaine de la 10e division chargée de la défense du Sceau, apparaît-il à la fin des combats délibérément masquer sa pression spirituelle. Pour le moment, la 10e division est consignée dans ses quartiers, et le cas échéant, elle sera dissoute. Ah ouais, ah bah carrément, ah bah c'est sûr là y a plus d'emmerde hein. Une dimension s'apprête à nous écraser, faisons-la exploser MDR. Toshiro est introuvable, bah on démantèle la 10e division et carte blanche pour le retrouver et le buter hein. On se fait cracher dessus sur Twitter, et bah rachetons la société et faisons payer les gens un abonnement. Itsugaya est donc considéré comme un renégat et recherché. Matsumoto, elle, déprime pas mal, heureusement que Renji trouve toujours les mots justes. Cette histoire a des relents de déjà-vu. Pourquoi est-ce que tout le monde disparaît sans rien me dire? Tu te trompes, le capitaine n'est pas la même personne qu'Ichimaru. Bien joué Renji, la prochaine fois tu me montreras le bouton pour faire fermer ta gueule. Avec tout ça, on retrouve Itsugaya et on a enfin le droit à un petit flashback sur lui et ses jours à l'académie avec son meilleur ami. Alors moi je propose qu'on reste toujours amis. Promis? Oui, promis. Je suis pas chez moi. J'ai fait du café. Oh putain. Itsugaya se réveille dans la chambre de Ichigo et troublé par cette information que je viens de donner, décide de se tirer. Ichigo le surprend Alors, comme ça, on file à l'anglaise maintenant. et devine bien que celui ayant volé le sceau royal a un lien étroit avec Itsugaya et ce dernier évoque un vieil ami assassiné. Mais ils sont bien évidemment interrompus par deux Arrancar type feu et foudre. Livrez-nous le capitaine et tout se passera bien. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Donc, petite bagarre où Ichigo semble gagner, mais en fait non, parce que... Et il finit évanoui en laissant Itsugaya s'enfuir. Ichigo se fait réveiller par Rukia et Renji et il leur partage l'info sur le fameux Kusaka. On a le droit à un autre flashback qui sous-entend que Kusaka avait le même Zanpakuto que Itsugaya. Et transition vite fait, on a le droit au méchant qui nous révèle qu'il va... Nous allons plutôt regarder comment la situation évolue. Bah rien foutre du coup. Et oh Chad, Orihime, ça va, la forme, la famille, les amis? Bon, on se retrouve en caméo à la fin, hein? Portez-vous bien surtout. Pendant ce temps, à la Soul Society, on se pose des questions et Shunsui se propose d'enquêter sur des potentiels proches disparus de Itsugaya. Et alors qu'il finit et sort de la salle des registres, ce dernier sent une certaine présence. Plutôt sympa l'entrée avec la neige. Et en plus, il se fout de sa gueule, quoi. Shunsui se retrouve donc en face à face avec l'autre émo de service, là, qui essaie de se faire passer pour Itsugaya. Ce qui, déjà, est assez con, vu qu'il a certes le même pouvoir, mais il n'a pas la même taille, la même voix ou la même couleur de cheveux. Ne compte pas me mettre au frais. Les deux se battent et Shunsui arrive à voir ce qu'il y a derrière le masque. Sans doute une face dégueulasse, déformée, méconnaissable qui l'oblige à se cacher. N'est-ce pas? Mais on n'a pas le temps de voir la conclusion du combat, car on revient vers Itsugaya qui se fait encercler par Shuei et Izuru. Vous envoyez des vice-capitaines pour arrêter un capitaine? Sérieusement? Y a aucun capitaine de disponible? Sans déconner, ils sont tous en mission? Ils ont autre chose à foutre? Eh, comme ça t'arranges bien ton cas, hein. Nous n'irons nulle part. Je vous arrête. Veuillez nous suivre. Alors meurt! M'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Quelle gelée! Yorimaru! Le lendemain, c'est la panique au Sereitei et Itsugaya est aussi accusé de l'agression de Shunsui qui est gravement blessé. Pardon? La 6e division est en train d'enquêter sur les lieux. Ils vont trouver le coupable. Ce n'est qu'une question de temps. Le seul Zanpakuto capable de faire ça, c'est Yorimaru. Ouais, clairement, il y a que lui. Hein.
Donc, pour gérer ces problèmes délicats, Yamamoto est toujours maître de subtilité. La capture de Toshiro Itsugaya est désormais votre priorité absolue. Et s'il devait à nouveau montrer le moindre signe de résistance, abattez-le! Cela n'engage que moi, mais n'est-ce pas un peu hâtif? Beaucoup d'interrogations subsistent. Ta gueule! Ichigo apprend donc l'ordre d'exécution contre Itsugaya et aussi le nom du fameux vieux camarade assassiné, un certain Sojiro Kusaka. Eh mais laissez-moi finir! C'est l'iceberg qui débarque. Qui es-tu? Non mais Ichigo il invente pas l'eau chaude, mais là être aussi demeuré faut le faire quand même hein. Et pendant cette baston, on a en parallèle Byakuya et Joshiro qui se disent « Eh mais attendez, Toshiro il s'est fait attaquer à la même heure que Shunsei, donc ça concorde pas !» Ah bah vous voyez, quand vous vous posez 2 minutes, ça n'a aucun sens. Donc ces derniers vont demander à Mayuri si il est possible d'avoir 2 Zanpakuto jumeaux. Ce dernier dit « Bien sûr c'est complètement con et illogique !» Ah bah si c'est ça. Et Kusaka révèle son flashback en entier, où ces derniers se font juger par la chambre des 46 sur le fait qu'ils ont 2 Zanpakuto identiques. Ne partage pas Yorin-Maru, c'est un sabre puissant. C'est un honneur de le porter. Ah oui d'accord, mais ça y a rien qui va dans cette phrase hein. Les Zanpakuto, ce sont des manifestations personnelles de l'âme de la personne. Il y en a autant qu'il y a d'individus. En tout cas, c'est ainsi que je le percevais. Ce qui me dérange dans cette phrase, c'est que les mecs semblent suggérer connaître Yorin-Maru avant même que ce dernier n'existe. Ça ne tient pas debout, parce que Yorin-Maru c'est en quelque sorte une création d'Itsugaya et de son âme. C'est pas des putains de Pokémon ou des baguettes d'Harry Potter, hein. Le Zanpakuto, il choisit pas son dresseur. Bref, le conseil des 46 ne peut pas supporter que 2 personnes aient le même Zanpakuto, et propose donc un duel à mort entre Itsugaya et Kusaka. Ces derniers acceptent le duel, mais les 46 sont des bâtards qui ont déjà choisi le porteur et assassinent sauvagement Kusaka dans le déshonneur. Pourquoi ils ont été corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Ichigo, choqué par cette révélation, est achevé par l'aspect difforme de Kusaka qui révèle son visage et... C'est nul! Ichigo se fait congeler et se retrouve avec Zangetsu qui tente de donner une explication comme quoi le fait d'avoir 2 Zanpakuto déséquilibrerait l'univers, et que Itsugaya s'est laissé envahir par le mal. Ichigo explique sur une jolie scène ce pourquoi il s'identifie tant à Itsugaya et pourquoi il est tant impliqué dans l'affaire. Il se libère et on a le droit au 2e round rapide avec les jumelles Arrancar qui balancent leur Pokémon Holo. Nous ne vous laisserons pas contrarier Les plans de Kusaka. Mais ça ne nous intéresse pas, et on a enfin la confrontation entre Itsugaya et Kusaka, qui active le sceau royal pour se venger du Sereitei. Cool cette boîte. Voilà le pouvoir du sceau royal. Il peut déplacer la matière dans le temps et l'espace selon le bon vouloir de son utilisateur. Je peux m'en servir pour téléporter les attaques de mes adversaires avant même qu'elles ne m'atteignent. S'il m'arrivait d'être blessé, je pourrais revenir en arrière. J'ai le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs que je veux. Kusaka demande à Itsugaya de briser le sceau, ce qui ne semble pas être une demande raisonnable, surtout quand on ponctue sa phrase d'un rire pareil. Ils se font interrompre par toute la Soul Society qui tente de les arrêter, mais Ichigo les interrompt. Regardez-vous, c'est pitoyable. Vous ne savez donc que vous battre, y a pas d'autre solution. Vous vous rendez compte de ce que vous alliez faire? Ouais, enfin Ichigo, les discussions en fumant un pétard, on peut réserver ça pour plus tard sinon, hein. Et puis la Soul Society ne s'est jamais trompée dans son jugement. Enfin, un ou 2 détails près. Yamamoto fait son entrée et nous éclaire sur la résurrection de Kusaka. C'est parce que le sceau royal l'aurait ressuscité. Pourquoi? Bonne question. Et aujourd'hui, grâce au sceau royal, je vais devenir le roi de la Soul Society. Le roi de la Soul Society? Quelle arrogance! Itsugaya finit donc par se retourner contre son ami, tout le monde est dans l'incompréhension la plus totale. Ah, mais t'étais pas un traître! Donc un petit combat en 1v1 entre ces 2 rivaux, mais Kusaka décide de détruire le sceau lui-même pour se transformer, et là... Tu n'es pas obligé de souffrir en solo. Pousse-toi, Kurosaki! Tu n'as pas à porter ça sur tes épaules tout seul, Toshiro! Mais non, pousse-toi, trou du cul, il se transforme, faut l'arrêter avant! D'ailleurs, les autres qui restent à regarder, c'est quand vous voulez, hein. Un petit bankai de n'importe qui pourrait régler tout de suite le problème, hein. After 10,000 years, I'm free! It's time to conquer Earth! Go, go,
Et là, je vous promets, c'est le moment où le film part en fête à la saucisse. Le méchant, transformé en dragon, bute ses sbires pour mieux les transformer en sorte de holo cracheur de feu. Kusaka crée une zone dans laquelle il est l'égal d'un dieu. Yamamoto essaie de retenir l'expansion de cette zone avec l'aide de quelques capitaines. On a Yoroichi, coucou, qui passait par là et tout le monde est parti pour ce qui ressemble à un putain de raid de donjon. Tout le monde fait la bagarre avec les OST de la série. Voilà, donc la promesse du film intimiste sur la vengeance, on l'a bien dans le cul. On a le rush final fait par Ichigo et Hitsugaya qui réussissent à mettre hors d'état de nuire Kusaka, et Hitsugaya demande le dernier duel qu'ils n'ont jamais pu avoir à la loyale, sur une belle séquence qui me fait dire qu'on aurait pu avoir un bien meilleur film. Kusaka meurt, le sceau est reconstitué et le film se termine sur Hitsugaya rendant le sabre de son ami sur sa tombe. Voilà. Bon, bah, comme on dit dans le jargon, je crois qu'on va pas tortiller du cul pour chier droit. C'était nul. Alors, pas catastrophique, soyons d'accord, mais juste pas bien. Pas bon. Mais ça ne semble pas avoir gêné le public de l'époque, puisque le film a ramené plus de 800 millions de yens au box-office japonais, faisant déjà mieux que son prédécesseur, et permettant au studio de ramasser 2 milliards de yens grâce à leurs 2 grosses productions sorties cette année. La stratégie était claire, un film Naruto pour les vacances d'été et un film Bleach pour les vacances de Noël, pour s'assurer d'une bonne rentabilité. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Quant aux critiques, de ce que j'ai vu, y en a qui aiment, mais si on demande aux gens quel est leur film préféré, Bleach Diamond Dust Rebellion est toujours bon dernier. Mais ont-ils raison? Oui, totalement. J'ai pas encore vu tous les films, mais clairement, s'il y a pire que ça, au secours. Si on devait citer les 2 plus gros défauts du film, ce serait l'intrigue et ses fausses promesses. L'histoire a été pour moi faite à la va-vite, et beaucoup de points du scénario n'ont strictement aucun sens, et les incohérences sont légion comme nous l'avons vu dans la partie résumée. Ce qui m'a évidemment le plus bloqué reste l'idée des Zanpakuto jumeaux. Alors sur le papier, ça semble être une idée cool et intéressante, qui veut vraiment dessiner un miroir inversé entre Hitsugaya et Kusaka, mais en soi, ça vole pas bien haut. Et leur relation n'est pas si approfondie que ça. En gros, c'était des potes et c'est tout. Oh oui, et ils ont des caractères design inversés, histoire de bien appuyer le côté Némésis, Leur relation manque cruellement de substance pour qu'on puisse croire à une réelle fraternité entre eux et que leurs Zanpakuto puissent être le même. Car oui, je continue à dire que cette idée, de base, pour l'intrigue, est débile et totalement incohérente avec ce que l'on sait du manga. Ce qui me fait quand même bien marrer vu combien Kubo semblait s'impliquer sur les films pour pas que ces derniers chamboulent trop ce que l'on savait déjà sur le manga. Bah là, autant dire qu'il a tout niqué. Pour rappel, les Zanpakuto sont des armes totalement personnelles et liées à la psyché de leur utilisateur. Aucun Zanpakuto ne se ressemble, comme aucun être humain ne se ressemble à 100% physiquement et intellectuellement. Donc, l'idée de base, déjà, elle était pas bonne, et ils ont clairement voulu juste faire des scènes cool avec 2 Hyorinmaru qui se foutent sur la gueule. Eh ben, même pas. On a une pauvre confrontation à la fin entre les deux qui dure à peine 2 minutes. Je suis bien conscient que cela aurait demandé énormément d'efforts à l'équipe d'animation, mais moins de combats inutiles avec les avant-gardes d'opérette et plus de Hitsugaya contre Kusaka. Merde, c'est pour ça qu'on vient voir le film. D'ailleurs, belle arnaque de la part de la promo du long métrage qui nous vendait 1h30 entièrement consacrée à Hitsugaya et à la Diamond Dust Rebellion. Mais encore une fois, on prend beaucoup plus le point de vue du Seireitei et de Ichigo que celui de Hitsugaya en lui-même. Les gars disaient vouloir parler plus de l'académie des Shinigami, mais un flashback de 2 minutes, j'appelle pas ça étendre l'univers. Et puis même, on sait rien de plus que ce qu'on sait déjà dans la série animée et le manga, donc à quoi ça sert au final? Alors oui, je suis bien conscient qu'il y a eu des coupes, le réalisateur l'a avoué lui-même, mais clairement les coupes se sont fait au détriment de Hitsugaya et Kusaka pour garder des scènes avec Ichigo, et ça c'est juste con, désolé de le dire. Et puis je croyais Hitsugaya assez populaire pour pouvoir avoir un film pour lui tout seul, mais faut croire qu'un film sans Ichigo c'est plus un film Bleach pour le studio. Ce qui est idiot, car un exil où l'on suivrait Hitsugaya tout le long, chassé par d'autres Shinigami, accentué par des flashbacks intrigants autour d'un mystérieux antagoniste ayant les mêmes pouvoirs que Hitsugaya, nous questionnant sur ses intentions à lui et son passé, il y avait de quoi faire un putain de bon film. Mais non, évidemment cahier des charges, on fait pas de film sans Ichigo, faut faire apparaître certains personnages pour la baston finale, et puis on est reparti. Le combat final d'ailleurs, oh là là là. Une grosse baston générale en mode plus rien à foutre et faut que les capitaines se battent contre un Kusaka transformé en dragon.
Niveau final de merde, celui-là dans PEDG il se classe bien, hein, putain. Et Kusaka d'ailleurs, parlons de Kusaka. Niveau méchant, on est encore à la ramasse, car si celui du premier est vide, celui-là est juste mauvais. Alors oui, cette fois, on a des ambitions concrètes et cohérentes. Se venger de la Soul Society qu'il a trahi, jusque-là, ça va, pas de soucis, mais c'est tout le reste qui pêche. Son design avec le masque n'est pas crédible une seconde, et si c'est pour cacher une blessure aussi légère, on s'en serait bien passé, merci. Le personnage n'a clairement pas de charisme, là où au moins Ganryu avait une aura de leader et un design travaillé, Kusaka n'a rien à part deux Arrancar dont on ne sait rien du tout non plus. Pourquoi elles le suivent? Amitié? But commun? Polyamour, soyons fous, il faut quelque chose. Kusaka a une histoire tragique avec du potentiel, mais la manière dont le personnage se cache alors que personne connaît son blaze de base est ridicule. Ses meilleurs moments sont ceux où il est plus intimiste avec Hitsugaya. Tiens, c'est comme si ça aurait dû être le film de base. Yamamoto est toujours aussi con pour les besoins de l'intrigue, les potes de Ichigo font un caméo forcé, le titre nous laisse penser à une rébellion de grande ampleur, mais il y a que 3 vilains. Bon. On va quand même essayer d'en dire du bien. Faut bien, il y a quand même des qualités, mais voilà, ça va être court. J'aime toujours autant voir le Zanpakuto d'Hitsugaya se mouvoir, l'animation est juste superbe, encore plus si on le confronte à un autre Zanpakuto du même acabit. Bon, comme je l'ai dit, ça dure pas longtemps, mais tout de même. L'OST est toujours composé par Shiro Sagisu et enregistré avec le London Studio Orchestra comme pour le premier film. Sagisu voulut pour ce film composer une musique plus inspirée par le blues pour refléter la rivalité et amitié virile entre Hitsugaya et Kusaka. Ce sont ses mots à lui, pas à moi. Il lui sera tout de même demandé par le studio et le réalisateur de composer des morceaux classiques et d'utiliser des thèmes de la série animée. En résultera encore une superbe OST avec le thème très connu Treachery, que certains reconnaissent plutôt comme le thème d'Aizen. Je suis aussi satisfait de la réalisation de Noriyuki Abe, qui arrive parfaitement à nous retranscrire la solitude du personnage de Hitsugaya et son exil via plusieurs plans reculés et donnant à l'image des teintes froides. On sent le personnage fatigué et désespéré à retrouver son compagnon et on ressent clairement l'inspiration de bien des films de Ronin comme Harakiri de Kobayashi ou Yojimbo de Kurosawa. Deux classiques à voir absolument évidemment, et si vous êtes plus tenté par de l'animation, foncez vers Ninja Scrolls, c'est une pépite. Si je critique la présence de Ichigo qui est totalement dispensable, la scénariste a tout de même réussi à trouver une bonne raison de l'intégrer avec un excellent flashback montrant Ichigo partageant le deuil de sa mère avec sa famille. Cette scène, mise en parallèle avec Hitsugaya qui souhaite régler ses problèmes seul, est plutôt maligne et mérite d'être saluée. De plus, si la bataille finale c'est du grand n'importe quoi, le combat au sabre en 1v1 de Hitsugaya et Kusaka fait déjà bien plus de sens. Mais bon, ça suffit pas pour oublier le carnage qu'elle reste. Au final, malgré mes derniers compliments, je ne recommande pas du tout Bleach Diamond Dust Rebellion. On sent qu'ils ont essayé de corriger les défauts du premier en introduisant moins de personnages et en se concentrant sur ceux qu'ils ont, mais d'un autre côté, ils ratent tout ce qu'ils avaient réussi justement. Les idées étaient bonnes, à la base, faire un film en mode Ronin avec Hitsugaya sur fond de complot contre la Soul Society, avec un message sous-jacent sur les élites corrompues se débarrassant de leurs serviteurs les plus fidèles. Quels sont mes torts? Pourquoi dois-je mourir? J'ai toujours tout donné à la Soul Society. Oh. Le film aurait pu être meilleur si on s'était concentré sur Hitsugaya essayant de poursuivre son ami dans une aventure solitaire, lyrique, se remémorant des pires aspects de la Soul Society et finir sur un débat concret sur les problèmes de ce système. Kusaka avait la parfaite backstory pour développer un point de vue acerbe sur cette organisation injuste et vieillissante. Et d'après les réalisateurs, c'est, semble-t-il, ce qui a été coupé. C'est ça le plus frustrant dans certains films. Ce n'est pas tant qu'ils ne soient pas bons le problème, c'est plutôt qu'ils avaient largement le potentiel d'être bien meilleurs avec un petit peu plus d'effort. Et ça pique. En espérant vous avoir aiguillé sur ce sujet et espérant vous retrouver pour le 3e film. Pour ça, rien de plus simple, il suffit juste de s'abonner à la chaîne et de mettre un like ou un commentaire pour me donner votre avis si ce film est sans doute le pire film Bleach que vous ayez jamais vu ou pas. Vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez suivre également Orencast. Orencast, c'est la personne qui m'aide à écrire ces vidéos, à les peaufiner, et lui, ce qu'il fait comme contenu en ce moment, c'est des parodies d'animés sur internet. Il a un compte Twitter
et un compte YouTube, je mettrai les liens en description, et c'est lui qui s'occupe des montages de fin que vous avez vus dans le premier film Bleach. Je vous laisse sur ces informations-là, à bientôt tout le monde. La première, c'est pour te faire l'action. La deuxième, c'est pour le principe. Et la troisième, c'est parce que jamais de sang. Et article 3613. Meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner. La vie. La mort. L'audience est levée.